2 millions de dollars. C'est ce qu'un utilisateur s'est fait dérober à cause de l'adresse poisoning, c'est-à-dire l'empoisonnement de son adresse sur la blockchain. Aujourd'hui, on va aborder l'adresse poisoning. Je vais vous expliquer comment ça marche, qu'est-ce que c'est. Je vais vous expliquer comment vous protéger face à cette méthode et je vais revenir sur cette fameuse transaction d'un utilisateur qui s'est fait voler plus de 2 millions parce qu'il a été inattentif au moment de réaliser sa transaction. L'adresse poisoning est l'un, si ce n'est pas la méthode de scam la plus répandue aujourd'hui et pourtant il suffit de savoir quoi faire et d'être attentif pour limiter totalement le risque de tomber dans l'un de ces pièges. En ce moment, je suis un petit peu moins dispo sur YouTube, je vous explique pourquoi en fin de vidéo et on commence tout de suite sur l'empoisonnement d'adresse et le fonctionnement de cette méthode. Alors, juste avant de commencer et d'expliquer qu'est-ce que c'est l'adresse poisoning, c'est un truc qui est fascinant. C'est un truc qui est fascinant parce que comme beaucoup de hacks, ce n'est pas quelque chose de technique, c'est pas une faille, c'est pas un bug qui permet à quelqu'un d'abuser d'un compte parce qu'il a trouvé un moyen de rentrer dans le compte et de prendre le contrôle. On va jouer donc sur l'inattention de l'utilisateur. Le concept est très simple, on va empoisonner une adresse en y écrivant de fausses transactions et on va tout simplement espérer que l'utilisateur, celui qui a la vraie clé privée qui permet de dépenser l'argent qu'il y a sur cette adresse, donc le vrai propriétaire du portefeuille, finalement, se retrouve à s'en mêler les pinceaux et à envoyer de l'argent, des vrais fonds cette fois-ci, sur l'une des fausses adresses qui a été rajoutée dans ces fameuses transactions empoisonnées. Alors je vais vous donner un exemple très simple pour vous illustrer comment ça marche. On imagine que moi, mon adresse se termine par 04 35. Évidemment, c'est pas toute mon adresse, hein. Comme d'habitude, je prends et je fais attention à regarder les derniers caractères quand j'en utilise une pour être sûr que c'est bien la même. Je fais des transactions toutes les semaines, tous les mois. Je réalise des envois de fonds sur d'autres adresses ou des fois j'utilise des protocoles et ça m'arrive très souvent de payer un de mes collègues. Par exemple, une fois par semaine, je lui fais une transaction. Comme à chaque fois que je fais une transaction, je vais regarder son adresse et je vais vérifier que c'est la bonne. Quand je fais copier-coller, je fais quand même attention à ce que l'adresse que j'ai collée soit la même que j'ai copiée pour ne pas me tromper et pour ne pas envoyer mon argent sur une mauvaise adresse. Imaginons que son adresse à lui, elle se termine par 227B. C'est sur ce principe-là que fonctionne l'adresse poisoning. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de faire des transactions, que vous commencez à connaître les quelques adresses vers lesquelles vous envoyez des fonds d'habitude, vous allez simplement prendre le réflexe de regarder les derniers caractères et de vérifier, dans l'exemple que je viens de vous donner, que l'adresse se termine bien par 227B avant d'envoyer de l'argent parce que vous connaissez cette adresse, vous y avez déjà fait des transactions et donc vous pouvez envoyer de l'argent en toute confiance. Eh bien l'adresse poisoning, c'est ça. C'est-à-dire qu'un hacker, une personne malveillante, va écrire des transactions dans votre historique liant votre adresse à vous et une adresse se terminant par 227B. Mais pas la même adresse. C'est-à-dire que la fin se termine elle aussi par 227B, l'adresse de votre collègue ou l'adresse que vous avez l'habitude de payer, mais l'adresse dans son entièreté est totalement différente. Une fois que la personne a écrit des transactions et a fait des transactions avec mon compte, elle n'a plus qu'à espérer qu'un jour, par erreur, je me connecte, j'ai envie de faire une transaction à l'adresse de mon collègue que je connais bien, je vais dans mon historique, sans trop réfléchir, je prends l'adresse qui termine par 227B et j'y envoie volontairement mon argent sans prendre le temps de relire toute l'adresse et sans prendre le temps de me rendre compte que c'était une adresse empoisonnée et que ce n'était pas celle de mon collègue, mais bel et bien une adresse qui ressemblait très fortement à cette dernière. C'est donc de l'inattention et c'est parce que je n'ai pas été attentif que j'ai envoyé de l'argent à l'adresse directement. C'est d'ailleurs pour ça que ça fonctionne très très bien sur la blockchain Ether, mais aussi sur tout plein d'autres blockchains comme par exemple la Binance Smart Chain ou encore Avalanche, voire Polygon. Pourquoi? Eh bien, comme ce sont des blockchains où les transactions ne coûtent presque rien, il est très facile pour un hacker d'empoisonner des millions d'adresses. Parce qu'en effet, si je devais payer 8 € à chaque fois que je faisais une fausse transaction, ben le hacker devrait payer 8 € fois des milliers d'adresses à empoisonner pour essayer de faire tomber 2-3 personnes inattentives dans son piège. Moins la transaction coûte cher, plus c'est facile d'automatiser ça. Je prends un parallèle tout simple, tout bête que vous allez comprendre. Envoyer par email à quelqu'un le fait qu'il a gagné un iPhone pour qu'il saisisse les coordonnées de sa carte bleue, il y a peu de chances que ça marche. Mais au début, ça marchait beaucoup mieux parce que les gens n'étaient pas habitués à Internet. Encore une fois, la plupart des gens se méfiaient et ne mettaient pas leur carte bleue. Mais si on envoyait ce mail-là à 1 million, 10 millions, 100 millions de personnes, on augmentait la chance qu'il y ait 1, 10 ou 100 personnes qui y croient, qui y aient confiance et qui de façon crédule vont remplir les coordonnées de leur carte bleue afin de gagner ce fameux iPhone. Mais c'est exactement la même chose. Sauf que là, on ne joue pas sur le côté crédule de l'utilisateur, mais sur son manque d'attention. En tout cas, la méthode est la même. On essaye de toucher un maximum de monde pour espérer que quelqu'un tombe dans le panneau. Pour cela, deux possibilités.
Soit on repère une adresse active dans la blockchain, et ça c'est très facile, on va sur l'explorer de la blockchain, on voit plein d'adresses qui font des transactions, et on trouve une adresse qui semble active et qui a l'habitude de faire des paiements régulièrement. Et à ce moment-là, on lui envoie une transaction entrante, c'est-à-dire que la personne qui a cette fausse adresse en 227B va vous envoyer par exemple quelques centimes ou quelques euros pour vous faire croire à une vraie transaction et espérer que vous vous retrouviez à copier cette adresse à l'avenir pour faire un paiement. Soit, et c'est encore plus vicieux, le hacker va faire sortir une transaction de votre portefeuille vers son portefeuille à lui, c'est-à-dire vers son adresse empoisonnée. Pour qu'en plus de ça, vous ayez l'impression que c'est vous qui avez déjà payé cette adresse, donc c'est forcément l'adresse que vous connaissez. Mais alors là, vous pouvez me dire, comment c'est possible? Finalement, si c'est mon adresse et que c'est moi qui ai le code, personne à part moi peut faire des transactions. Eh bien, vous n'avez pas tout à fait raison. Personne à part vous ne peut dépenser de l'argent. C'est vrai. Par contre, d'autres personnes peuvent faire sortir des transactions de votre portefeuille, des transactions totalement nulles. Avec la fonction transfer from sur la blockchain Ether, vous pouvez par exemple faire sortir des transactions de mon portefeuille. Évidemment, elles seront nulles parce que si vous essayez de dépenser le moindre centime, vous allez devoir utiliser ma clé privée et donc mon mot de passe que vous n'avez pas, mais vous pouvez très bien faire une transaction de mon portefeuille vers le vôtre si la transaction est vide et si vous payez avec votre portefeuille les frais de gaz, c'est-à-dire les frais de transaction à payer sur la blockchain. Et donc là, vous avez compris ce que font les personnes mal intentionnées. Elles repèrent des milliers d'adresses actives sur la blockchain et elles font sortir des transactions du propriétaire vers leurs transactions à elles empoisonnées qui ressemblent très fortement à des précédentes transactions qui ont eu lieu sur l'adresse. Et maintenant, on va regarder tout de suite l'exemple d'un utilisateur qui est tombé dans le panneau et qui s'est fait prendre 2 millions de dollars. Alors là, vous le voyez très bien, quand on lit la ligne ERC20 token transféré, on voit bien que l'adresse 236 a envoyé 10 USDC, d'accord, donc 10 dollars, vers une adresse qui se termine vers E1CA. E1CA qui est la vraie adresse. Et on peut même regarder la date parce que c'est encore plus intéressant. C'était le 17 février à 1h35 de l'après-midi. Regardons maintenant le deuxième screen. À 1h37, donc à peu près 2 minutes 30 après, une personne mal intentionnée, justement, a fait du poisoning de masse et a ciblé énormément d'adresses. Si vous regardez la transaction en détail, on reconnaît nos deux adresses là-dedans. C'est-à-dire l'adresse 236E, qu'on avait dans la vraie première transaction, et une adresse qui elle aussi se termine par E1CA. Mais si on prend le temps de se poser, sur la vraie transaction, l'adresse commençait par 0x74C32, et ici on voit que c'est 0x74C9BD. C'est-à-dire que la deuxième adresse est une adresse empoisonnée. Elle ressemble au début et à la fin à l'adresse réelle sur lesquelles ont été envoyés les 10 dollars, mais en réalité, c'en est une toute nouvelle. Et c'est comme ça que quelques instants plus tard, une transaction de 2 millions de dollars quitte le vrai compte de l'utilisateur, cette fois-ci non pas à destination de la vraie adresse qui se termine par E1CA, mais l'adresse empoisonnée qui ressemble trait pour trait à cette première. Ce qui s'est passé, c'est que comme l'utilisateur a envoyé 10 dollars de test et que la personne en face a dû lui confirmer l'argent est bien arrivé, c'est bon. Eh bien cet utilisateur s'est reconnecté, il a été dans son historique, il a pris une adresse qui terminait par E1CA, il n'a pas relu l'entièreté de l'adresse, sauf qu'il n'a pas copié cette adresse de la transaction des 10 dollars, il a copié l'adresse de la première ligne où il a vu écrit E1CA. Et par inattention, il s'est fait prendre plus de 2 millions. Maintenant que je viens de vous expliquer et d'illustrer cette méthode, je ne vais pas vous montrer comment faire des transactions nulles émanant des comptes de vos partenaires. Je voudrais vraiment pas vous inviter à essayer ce genre de pratique. Par contre, j'aimerais vous montrer ce que c'est une vanity address. Une vanity address, c'est une adresse que vous allez pouvoir créer et qui peut ressembler à ce que vous désirez. C'est comme ça que quelqu'un va créer une adresse qui ressemble très fortement à la vôtre. Regardez par exemple l'écran. On va prendre une adresse au hasard, peu importe, celle-ci est très bien. D'accord. On va la copier là-haut et on va imaginer que c'est l'adresse que l'on aimerait empoisonner. Pour cela, on va donc copier cette adresse et maintenant, on aimerait générer une adresse qui ressemble énormément à celle-ci. Pour le coup, vous l'avez vu, elle se termine par 54 979. Je vais donc garder les derniers caractères, hop, et je vais tout effacer. Je vais expliquer que je voudrais que cette adresse termine, donc non pas en préfixe mais en suffixe, et je voudrais générer une adresse et obtenir la clé privée de cette adresse pour qu'elle se termine elle aussi par 54 979. Ici, je vais expliquer que oui, c'est important les majuscules, les minuscules, et je vais cliquer sur générer. Instantanément, ça va tester des milliers d'adresses, vous voyez que ça en essaye à peu près 30 000 par seconde, jusqu'à ce que j'ai trouvé une adresse et que ça m'ait donné la clé privée d'une adresse se terminant elle aussi par 54 979. Sur cette adresse-là, je vais pouvoir me connecter, réaliser des transactions pour essayer d'empoisonner une adresse et
in fine, espérer un beau matin, me connecter et avoir reçu une transaction entrante sur mon adresse. Vous l'avez compris, le faire manuellement, ça n'a strictement aucun sens. Ceux qui arrivent à gagner de l'argent avec ça sont ceux qui savent l'automatiser et avec des robots identifier toutes les transactions qui peuvent ressembler à des transactions de test pour très vite, tout de suite après, faire une transaction d'empoisonnement et espérer que entre la transaction de test et la transaction réelle comportant une grosse quantité de fonds, il y ait un malentendu et un clic perdu. Voilà, vous l'avez vu, j'ai réussi à générer une adresse qui se termine par 54 979 et en cliquant ici, j'ai la clé privée qui va me permettre de me connecter sur MetaMask et de commencer à faire les transactions que je souhaite faire. Bien entendu, si je prends cette adresse et que je vais sur un Explorer, elle est totalement vierge, il n'y a jamais eu aucune transaction dessus. Tout simplement. Alors comment vous protéger? C'est très simple. La première chose, c'était d'être au courant. Maintenant, quand vous allez aller un petit peu vite et surtout quand vous allez envoyer une grosse quantité de fonds, et je vous souhaite d'envoyer 2 millions de dollars régulièrement, mais quels que soient les montants, dès que c'est un montant qui va être important pour vous, vous allez faire attention et vous allez prendre le temps de relire l'adresse. La méthode infaillible, c'est de relire l'entièreté de l'adresse, ou en tout cas de lire un peu plus que juste le début ou juste la fin quand vous faites un paiement. Si vous regardez le début, le milieu et la fin rapidement, il y a de grandes chances que si vous avez copié par erreur une adresse empoisonnée, vous vous en rendiez compte. La deuxième chose, c'est de whitelister les adresses. La plupart des portefeuilles crypto vous propose, quand vous avez l'habitude de payer et de réaliser des transactions sur une adresse, d'enregistrer un label, un petit peu comme un pseudonyme. Eh bien, ça vous permet à l'avenir d'aller choisir dans les adresses que vous utilisez le plus et d'éviter un maximum de copier-coller. D'ailleurs, quand vous faites des copier-coller, essayez de ne pas les faire dans l'Explorer directement. Faites-les par exemple sur l'exchange où vous allez faire un dépôt, mais évitez d'aller sur votre adresse à vous, de regarder votre historique et des précédentes transactions que vous avez faites en espérant vous souvenir de l'adresse sur laquelle vous voulez envoyer des fonds. Quand vous faites des transactions test pour être sûr d'envoyer des fonds à la bonne adresse, ne recopiez pas une nouvelle adresse après le test. Si ça a fonctionné, utilisez le même copier-coller que la transaction test pour être sûr d'envoyer dans la même direction et à la même destination. Vous pouvez également utiliser des ENS ou des adresses de nom de domaine, c'est-à-dire des adresses qui terminent par .ether ou .crypto par exemple, qui peuvent permettre aux gens de s'adresser à vous à travers non pas une adresse très complexe et donc facilement contournable, mais un pseudonyme raccourci de votre portefeuille pour être sûr que les gens s'adressent bien à vous. Je voulais vraiment vous parler de ça parce que c'est éducatif, mais il y a un petit peu de social engineering derrière, c'est un petit peu de la mentalité de comment pensent les gens, comment fonctionnent les gens, et c'est également ce qui m'intéresse de comprendre les comportements et de comprendre comment faire pour ne jamais tomber dans le panneau finalement. Je vous mets des liens en description, des sources et des articles qui vous expliquent en détail comment ça fonctionne si vous voulez aller un petit peu plus loin. Je vous en ai parlé en début de vidéo, je suis un peu moins réactif en ce moment, je m'en excuse, mais déjà il y a un boulot monstre sur les différentes entreprises qu'on a, donc je suis vraiment au four et au moulin. Et en plus de ça, vous le savez, il y a une proposition de loi qui a été faite pour réguler et encadrer l'influence en France. Globalement, cette proposition de loi est très bonne, sauf pour les crypto-monnaies. Aujourd'hui, le texte qui est prévu, c'est le fait que les influenceurs, contre rémunération évidemment, ne pourront parler que des sociétés qui ont été agréées PSAN en France. Il y en a aucune. Il y a des sociétés enregistrées PSAN, à peu près 70. Ça ne permet pas de faire vivre le métier de l'influence, mais en l'occurrence, les sociétés agréées, elles, n'existent simplement pas. Donc autant vous dire que pour l'instant, il n'existe plus aucun sponsoring d'un point de vue légal et c'est assez grave. Ça menace du coup l'activité des influenceurs en France et uniquement ceux qui sont en France d'ailleurs, parce qu'autant vous dire que ceux qui étaient à l'international ne regardaient pas vraiment s'ils avaient le droit ou non de réaliser certains sponsorings. Je suis donc très actif, que ce soit parce que c'est également mon job en tant que hacheur, mais également parce qu'on est derrière la Hash Consulting, une société qui travaille avec beaucoup de médias, beaucoup d'influenceurs et beaucoup de canaux de communication qui sont utilisés par les différentes entreprises exerçant dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies pour faire connaître leurs services. Bref, je suis un peu sur tous les fronts à un moment où j'avais particulièrement pas beaucoup de temps et donc je suis un petit peu moins actif sur YouTube, mais évidemment dès que j'aurai un tout petit peu plus de bande passante, vous me reverrez revenir au galop et essayer de récupérer ce rythme d'une vidéo par semaine. En attendant, je suis quand même tous les dimanches sur Twitch et sur ma chaîne secondaire, n'hésitez donc pas à me suivre, je vous mets tous les liens dans la description. Au revoir.